Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur l'après-législative. Le président Macron, qui devrait disposer d'une majorité écrasante, se prépare à mener ses réformes, la loi travail, l'assurance chômage et bien d'autres encore. Alors dans quel contexte va-t-il entreprendre ces chantiers et à qui vont-ils le plus profiter? Qui seront les éventuels gagnants et perdants des projets Macron? Le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. En attendant, la campagne des législatives se poursuit, J-3 avant la fin d'une longue séquence électorale. Et déjà, les règlements de compte se préparent à droite, au PS, au FN. La crise bat son plein, on va en parler. Et évoquer également l'agression aujourd'hui à Paris de la candidate Nathalie Kosciusko-Morizet. Sur ces sujets, le match des idées avec le journaliste de Challenge, Thierry Fabre, et François Miquet-Marty, président de l'Institut Via Voice. Enfin, l'entretien. Mon invité est journaliste, auteur. Dans son dernier ouvrage, Jean-Baptiste Fauré dénonce la République des apparatchiks. Une enquête fouillée sur les meilleurs agents du système. Alors, que reste-t-il de cette République avec le renouvellement à l'œuvre en ce moment? Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos questions et réactions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités pour le débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Stéphane Amalian. Un chiffre record depuis 2012. Ils étaient 720 000 candidats à entamer ce matin les épreuves du baccalauréat. Cette année, les filiales professionnelles ont le vent en poupe. Elles concernent 28% des candidats. Une ombre au tableau, les élèves de la filière technologique ont débuté leur épreuve de philosophie avec du retard. En cause, des fuites de sujets diffusés la veille sur Internet, obligeant les rectorats à imprimer des sujets de secours. Après la philosophie, place à l'histoire-géographie dès demain à 8 h. L'événement. Nathalie Kosciusko-Morizet a perdu connaissance ce matin pendant une dizaine de minutes après avoir été agressée par un homme pendant une distribution de tracts. Ce que j'ai vu, c'est NKM qui brandit ses tracts, l'agresseur qui lui arrache des mains et lui renvoie d'un mouvement, d'un revers de la main vers son visage à elle. La candidate a été hospitalisée à l'hôpital Cochin et a reçu la visite du Premier ministre Édouard Philippe. Des personnalités politiques de tous bords ont exprimé leur soutien sur Twitter. Élection. Et je vois des sondages qui disent il y a beaucoup de Français qui s'inquiètent d'une majorité hégémonique et qui se disent peut-être qu'il faudrait rééquilibrer. Moi j'appelle d'ailleurs les Français de droite et du centre qui se sont abstenus à aller voter. Rééquilibrer, c'est entre vos mains que sont les rééquilibrages et les votes. Et puis on verra dimanche soir. S'il y a des groupes conséquents dans l'opposition, l'opposition pourra amender, faire changer les textes, faire évoluer les lois. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lance un fonds de 10 milliards d'euros pour les startups. L'annonce a été faite aujourd'hui à Paris lors de la deuxième édition de Vivatech, le salon dédié aux startups. L'objectif est clair, faire de la France une nation startup et inciter le développement de projets liés aux nouvelles technologies et au numérique. Économie. La rémunération du patron de Renault, 15 millions d'euros en 2016, est acceptée par les actionnaires du groupe. Elle était pour la première fois soumise à leur approbation. En revanche, Carlos Ghosn dément catégoriquement tout montage financier lui permettant d'acquérir des bonus supplémentaires. Le chiffre de 4 millions d'euros avait été avancé par certains médias. À l'étranger. Donald Trump. Dans la tourmente, le président américain est soupçonné d'avoir freiné la justice américaine dans ses investigations sur le dossier d'une éventuelle ingérence russe dans la présidentielle. Le magistrat devrait auditionner des hauts responsables du renseignement américain. Cette mise en cause intervient alors que Donald Trump recueille 60% d'avis défavorables après 5 mois à la Maison-Blanche, un record d'impopularité. Programme ce soir, l'après-législative. On va enjamber prudemment le scrutin de dimanche soir pour évoquer la suite, à savoir les réformes, l'action. Alors le gouvernement Philippe, sous l'autorité d'Emmanuel Macron, a d'ores et déjà livré un calendrier des gros chantiers comme la loi travail, l'assurance chômage, la hausse de la CSG et d'autres. Des réformes qui vont s'appuyer sur la majorité très importante que devrait obtenir la République en marche et au-delà.
Qui va bénéficier vraiment de ces réformes? À quelle France ces réformes vont-elles conforter? Y a-t-il des perdants et des gagnants comme à chaque changement? Le débat avec nos invités ce soir. Stéphanie Villers, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes chef économiste du groupe de protection sociale Humanis. Nous accompagne Henri Sterdignac, bonsoir. Bonsoir. Économiste, directeur du département économie de la mondialisation de l'OFCE. Raphaël Legendre, bonsoir à vous. Bonsoir. Journaliste à l'opinion, spécialiste notamment des questions économiques, financière. Notre chroniqueur Jean-Luc Gombault nous accompagne. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Alors madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de nous arrêter sur la faisabilité de ces réformes, mais d'un point de vue financier. L'équation budgétaire vire au casse-tête et on voit tout cela avec Julie Hulin. C'est une sorte de cadeau empoisonné qu'a laissé François Hollande à Emmanuel Macron. Un déficit public bien plus important que prévu, loin des 2,8% qu'il s'était fixé. En cause, les nombreuses dépenses engagées en fin de mandat. Résultat, en 2018, la France sera sans doute le seul pays de l'Union européenne à dépasser les 3% de déficit. Alors en début de semaine, le Premier ministre a exprimé son inquiétude. Édouard Philippe prépare le terrain, car si le déficit dérape, il va falloir faire des économies. Et dans ces conditions, difficile pour Emmanuel Macron de tenir l'ensemble de ses promesses. Exonération de la taxe d'habitation, plan d'investissement, recrutement pour la sécurité, baisse des cotisations patronales. L'addition des promesses électorales avoisinerait les 32 milliards d'euros. Inévitablement, il faudra faire un choix entre promesses et rigueur budgétaire. Seulement plus que jamais, les Français attendent Emmanuel Macron au tournant. Et la pilule des engagements non tenus pourrait avoir bien du mal à passer. Alors, il y a les promesses électorales d'Emmanuel Macron, on va en parler. Et Raphaël Legendre, il y a ce lourd héritage, semble-t-il. Ce sont véritablement des petites bombes à retardement laissées par François Hollande. Oui, on n'est pas très surpris parce que, en fait, chaque année, ces dernières années, on a eu un écart de 4-5 milliards à chaque fois qu'on avait décelé en milieu d'année pour boucler, pour tenir l'objectif de déficit en fin d'année. On est à peu près sur le même quantum cette année. On parle de 3,5 à 5 milliards encore d'euros à trouver, donc des économies supplémentaires pour tenir, alors de 8 au mieux, au moins 3%. Parce que ça fait 10 ans que la France est sous procédure pour déficit excessif. Au niveau européen, on devait enfin sortir cette année. Et au vu du legs de François Hollande, on n'est pas sûr d'y arriver. C'est important de poser ce cadre avant de parler d'ailleurs des réformes. Stéphanie Villers, est-ce que les réformes, leur rythme, leur ampleur peut être menacé alors ? Après, tout dépend de sa capacité de négociation avec Bruxelles, puisqu'il va hériter d'une situation dégradée. Donc, à la rigueur, il y est pour rien. Et lui, il a un plan et un programme d'attaque qui est assez clair. Donc, après, à lui de faire passer la pilule, expliquer qu'il y aura peut-être des dérives dans un premier temps, mais avec un espoir de reprise de croissance à partir de fin 2017 et 2018 et des recettes supplémentaires qui pourraient permettre effectivement d'avoir un déficit qui aux alentours de 3%. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri Sterdignac? Parce que d'un point de vue politique, il a toutes les marges de manœuvre, semble-t-il. On va attendre dimanche, mais c'est très bien parti. Et d'un point de vue budgétaire, financier, ça pourrait être beaucoup plus compliqué que prévu? Oui, c'est bien sûr compliqué. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites en ce qui concerne des baisses d'impôts pour les entreprises, la baisse du taux de l'IS, la baisse des cotisations patronales au niveau du SMIC, la réforme du CICE pour barémiser les exonérations de cotisations sur les bas salaires. Il y a des promesses qui ont été faites au niveau des ménages, la suppression de l'ISF, la suppression de la taxe d'habitation. Le problème, c'est que à court terme, on n'a pas les moyens de les financer, sauf à compter sur un miracle qui sera une très forte reprise de l'activité très rapide. Que vous ne voyez pas poindre ce miracle. On ne voit pas encore poindre actuellement. On va écouter Jean-Luc Gombault sur ce sujet, les propos du Premier ministre Édouard Philippe. Vous nous direz, selon vous, s'il prépare déjà l'opinion, peut-être, à des réformes un peu plus contenues, on va dire. On l'écoute. Avant de devenir Premier ministre, j'avais des doutes. Bon, maintenant que je suis Premier ministre, j'ai des doutes encore plus sérieux. Et pour les affiner, pour les objectiver, nous avons demandé à la Cour des comptes d'effectuer un audit et de nous dire au 1er juillet si nous étions sur une trajectoire qui permettait d'arriver à 2,8
ou si nous étions au-dessus. Vous comprenez bien que si nous sommes au-dessus, eh ben, il va y avoir toute une série de mesures. C'est très probable qu'on le soit, nous sommes d'accord. Je crains que ce ne soit probable. Et je pense même que c'est un risque extrêmement fort. Mais alors Jean-Luc Gombault, il faudra attendre le 1er juillet avec le verdict de la Cour des comptes pour savoir quelle sera l'ampleur, les contours des réformes. Bon, alors, disons le budget. Parce que les réformes, ce n'est pas la Cour des comptes, véritablement. Le seul engagement précis qu'avait pris M. Macron, il était le seul candidat à la présidentielle à dire « moi, je ferai 3% de déficit en 2017. Je maintiendrai les objectifs. » C'est le seul qu'il ait pris. Et je vois, quand on voit là, qu'en réalité, il était très bien préparé sur le plan politique et plutôt flou sur les questions un peu techniques et économiques. D'ailleurs, on a vu au fil de la campagne, il rajoutait... Un ancien ministre de l'économie. Oui, c'était aussi politique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne voulait pas griller toutes ses cartes. Il y avait une stratégie électorale. Et par exemple, les 10 milliards de baisse, je ne sais pas quand c'était venu de la taxe d'habitation, c'est venu dans la dernière ligne droite. Donc tout ça apparaissait un petit peu bricolé. Le problème, ça ne sera pas, à mon avis, 2017, mais ça va être 2018. C'est-à-dire, bon, tout le monde lui pardonnera 3,2% de déficit. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à la Commission européenne? Je pense que quelque part, s'il ne tient pas bien ses budgets, ça va être pour lui l'obligation d'aller plus à fond sur la réforme de structure. Parce qu'en fin de compte, c'est surtout ça que va lui demander la Commission à Bruxelles. Tu pêches du côté du budget, il faut que tu te rachètes sur les structures. C'est un bargaining permanent, cette affaire avec la Commission européenne. Et donc, loin, à mon avis, de freiner ces réformes structurelles à cause du budget, le budget va peut-être l'obliger à aller plus loin dans ces réformes structurelles. Il faut voir jusqu'où le curseur, on peut le mettre par rapport à l'acceptation des Français. Alors aussi. Là, c'est l'autre problème. Non, mais je pense qu'ils l'attendent aussi sur la réforme du travail. Il l'a dit, il a clairement été explicite sur ce point-là. Je pense que l'Allemagne aussi réclame depuis accord et acris que le marché soit plus flexible. Donc, on attend septembre, on attend de voir comment les partenaires sociaux sont prêts à accepter de revenir sur la loi Macron qui était proposée, telle qu'elle était proposée au départ avant la loi El Khomri. Et là, ça sera aussi, s'il arrive à sortir cette loi travail, ce sera un signal clair adressé à Bruxelles et à l'Allemagne, et ça pourrait effectivement lui permettre d'avoir un peu de largesse ou de largeur pour dépasser le déficit de 3%, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut en fait. On ne peut pas tout avoir. À Bruxelles, qui parle encore du déficit de 3% hein? Oui, je pense que c'est un jeu entre la technocratie française et la technocratie bruxelloise. La technocratie française dit à Bruxelles, je vous en prie, imposez-nous les réformes que nous souhaitons. Et donc Bruxelles va dire à Paris, il faut absolument que vous fassiez passer la loi travail, sinon vous aurez les pires ennuis. Et on va se tourner vers les Français en disant, voyez, on est obligé de la faire passer. Mais en réalité, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Je veux dire, c'est les mêmes personnes qui sont un jour à Bruxelles et un jour à Bercy et qui sont d'accord pour dire il faut profiter de la conjoncture pour faire ces réformes dites structurelles. Et puis, c'est le bon moment. Si effectivement le creusement du déficit vient du fait qu'on va réduire les impôts sur les entreprises et également les impôts sur les plus riches, ça n'inquiétera pas Bruxelles. Sauf qu'il y a une question de confiance quand même là-dedans. La confiance, elle est très importante au niveau européen. Et les Français, ça fait 10 ans, ne font pas les réformes, qui ne font pas les efforts nécessaires, quand l'ensemble de l'Union européenne l'a fait, à la fois sur les finances publiques et sur les réformes structurelles, type la réforme du travail qu'on va découvrir. Ça n'a absolument pas nuit à nos partenaires. Je veux dire, l'Allemagne a un excédent fabuleux, 8 points de PIB, ça nuit à tous les autres pays de la zone euro. Mais le fait que la France a un déficit de 3% du PIB, aucun pays ne peut s'en plaindre. On ne va pas raconter que ça a des effets néfastes sur les taux d'intérêt qui sont plus bas que jamais. À ces 3% en signant des textes. Il y a des engagements qu'on ne peut pas tenir. Nul n'est tenu à l'impossible. Stabiliser la dette qui, je rappelle, a dépassé les 2000 milliards d'euros. En tous les cas, le rythme, on va un petit peu poser ce rythme. Jean-Luc Gombault, il est quand même intense. 6 réformes sociales dans les 18 premiers mois du quinquennat. Macron, Édouard Philippe avait dévoilé, je crois que c'était le 6 juin dernier, le programme de travail du gouvernement. Première réforme, droit du travail.
par ordonnance d'ici à la fin de l'été. En septembre, s'enclenchera d'autres chantiers, ceux de la réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Est-ce qu'il y a eu un rythme aussi soutenu dans les précédents quinquennats, en tous les cas annoncé comme tel? Aussi global, non. Je pense que aussi global, non. Alors, d'autant plus qu'à chaque item que vous citez, il y a du profond. Sur la réforme du droit du travail qui le avance, là, c'est vraiment... Enfin, pour ce qu'on en connaît, parce qu'on ne connaît que des idées très générales, mais il semble bien qu'ils soient décidés, même s'ils ne sont pas tous d'accord, parce que j'ai entendu M. Philippe dire qu'en fin de compte, il y aurait une réforme sur le contrat de travail, et sa ministre, le lendemain, dire non, pas du tout, c'est toujours la branche qui fixera les conditions du contrat de travail. Donc, apparemment, non seulement il y a un problème peut-être avec les syndicats, mais il y a encore un problème entre eux. Donc, pour ce qui est du rythme, tel que si on en croit la feuille de route qui nous a été proposée la semaine dernière, effectivement, c'est une cadence accélérée. Ils veulent aller vite. Pourquoi? Parce que si les réformes, on va parler réformes gagnants-perdants, si les réformes ne faisaient que des gagnants dans un premier temps, on les aurait toutes faites déjà il y a longtemps. C'est que quand il y a des réformes, il y a des perdants, automatiquement. Le problème, c'est de savoir s'il y a plus de perdants que de gagnants. À court terme. Et à court terme, oui, bien entendu, à court terme. Oui, mais le quinquennat ne dure que 5 ans, d'après mes calculs. Bon, donc, si ces gagnants, d'abord, donneront de la voix, et ils seront quand même en nombre relativement important, dans un premier temps. Et à partir de là, s'il tarde à les faire, lui, il ne peut pas préparer son second mandat éventuel. Donc, il faut qu'il les fasse tout de suite s'il veut avoir des chances d'avoir des bénéfices au moins après la seconde moitié du quinquennat. Donc, rythme accéléré et disons, profondeur de la réforme. Et puis, Raphaël Legendre, il a retenu la leçon du précédent quinquennat. Si vous ne le faites pas au début, vous n'avez pas la légitimité pour le faire après. Oui, il y a une sorte de paradoxe. Il a toujours dit qu'il ne croyait pas à la politique des 100 jours. Et en même temps, il a lancé un programme extrêmement ambitieux. Il veut que ça aille vite. Il a raison. Il se dit le maître des horloges. On voit que ça va à une cadence assez soutenue. Le contexte est bon pour mener ces réformes maintenant. Les indicateurs sont plutôt au vert en ce début d'année. Et c'est aussi grâce au tournant de la politique de l'offre impulsée en 2014 par François Hollande. Il faut le reconnaître. On a eu un très bon premier trimestre au niveau de l'emploi. La croissance semble enfin reprendre un peu de tonus, même si on n'est pas sur des niveaux extraordinaires, mais ça va un petit peu mieux. Le moral des ménages est bon, la consommation est bonne. Il y a une ambiance générale qui s'est installée plutôt favorable, donc c'est le moment d'y aller vraiment. On bénéficie de l'alignement des planètes. Oui. Et maintenant, en plus, on a Jupiter. Sur ce contexte, je voudrais avoir l'avis d'Henri Sterdyniak et Stéphanie Villard, parce qu'il y a les indicateurs qu'on voit passer un petit peu au vert pâle, vert un peu plus soutenu, et puis il y a la perception des gens. Il y a toujours un décalage, Henri Sterdyniak, entre ce qu'on décrit parfois depuis les plateaux de télévision et ce que vivent aussi les gens. Est-ce qu'ils le perçoivent vraiment, ce contexte qui s'améliore, soi-disant, par petites touches? Je pense que oui. Bon, il y a quand même, parmi certaines couches de la population, le sentiment que ce coup-ci, il va y avoir des réformes importantes et que la France va repartir. Alors, on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais quand même, parmi un certain nombre d'entrepreneurs, ils se disent, ben voilà, un certain nombre de nos revendications vont être satisfaites et bon, c'est quand même eux qui peuvent prendre des décisions importantes pour l'évolution économique. Les ménages, bon, donc quand même une grande partie a voté pour Macron, sont quand même, comme d'habitude, après une élection, sont quand même plus optimistes, se disent, ben voilà, ça va aller. Alors le risque, c'est que les mesures trop brutales qui vont être prises pendant l'été, ça génère des troubles sociaux qui peuvent troubler ce bel optimisme. C'est pour ça que il faut des réformes, mais il ne faut pas en faire trop. Ça va être la grande difficulté de la situation. Les gagnants et les perdants. Mais quand même, il y a quand même une... Bon, compte tenu évidemment des perspectives économiques qui se sont améliorées, il y a quand même un espace de tir.
Il y a un espace de tir, il y a quand même des réformes qui sont plutôt positives pour les salariés du privé, puisqu'il n'y a plus de cotisations à partir de janvier 2018, il n'y aura plus de cotisations maladie et de cotisations chômage. Et il va y avoir, c'est pour ça qu'il y a la hausse de la CSG qui va toucher les retraités. Et on dit c'est eux, en fait, qui vont être pénalisés par la réforme. Mais la bonne chose, oui, mais attendez, la bonne chose, c'est à court terme, effectivement, ils vont être pénalisés. C'est-à-dire que les salariés vont gagner en pouvoir d'achat, mais les salariés du privé, oui, ces tranches d'âge de la population active, c'est quand même eux qui consomment le plus. Donc la mécanique, elle est simple. Et, Macron se dit, je vais leur donner du pouvoir d'achat, ils vont plus dépenser, sachant que les seniors, eux, ont une propension à épargner beaucoup plus grande. Oui, mais là, vous touchez un point très important, parce qu'on voit vraiment qui sont les gagnants et les perdants. Et dans ce cas-là, il y a une forme de choix, presque à faire. Il y a toujours des perdants à une réforme. Malheureusement, la question, c'est est-ce que c'est toujours les mêmes ? C'est cela. Est-ce que selon vous, dans ce train de réforme, ce sera toujours les mêmes? Non, ce ne sont pas toujours les mêmes. Jusqu'à présent, c'est principalement la classe moyenne supérieure et puis un peu au-dessus qui ont été matraqués durant le quinquennat de François Hollande par les hausses d'impôts. C'est très clair. Emmanuel Macron fait un choix différent. Il fait le choix d'organiser un transfert de richesse entre les inactifs, les plus de 65 ans, et les actifs. C'est un choix philosophique profond. Jeune inspecteur des finances, il avait déjà fait un rapport pour le Conseil des prélèvements obligatoires en 2008 là-dessus. Les taux de pauvreté sont supérieurs chez les jeunes, notamment chez les 18-25, très largement supérieurs à ceux des seniors. Le taux de pauvreté est supérieur chez les 29-60 ans que chez les seniors. Le niveau de vie moyen est bien supérieur chez les seniors. C'est normal, on hérite aujourd'hui qu'on arrive à la retraite. Ça à dépend peu près, quel retraité, pardonnez-moi. Alors, effectivement, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a décidé de limiter la hausse de la CSG aux 60% des retraités les plus aisés. Alors c'est un terme galvaudé, c'est pas les plus aisés parce que la barre est à 1200 ou 1300 euros. On n'est pas aisé à 1200 ou 1300 euros de revenus mensuels. Mais il y a une mesure complémentaire qui vient, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des foyers. Ça touchera 90% des retraités et un couple touchant 3 800 euros par mois sera exonéré. Ce sera le niveau plafond. Une pension inférieure ou égale à 3 800 euros par mois pour un ménage, on ne paiera plus de taxe d'habitation. Mais on voit bien un pari clairement assumé et dirigé vers les salariés, notamment du privé, pas contre évidemment les seniors ou les retraités, mais pas du privé, tout le monde sera touché, les fonctionnaires et les indépendants aussi. On attend les mesures. Il faut quand même être un peu sérieux. D'une part, c'est une mesure totalement inique, puisque on prend aux salariés, on donne aux salariés au détriment des retraités. On peut se demander au nom de quoi. Pourquoi c'est pas pourquoi se lancer dans ce genre d'opération? On vous entend très bien. Deuxièmement, les retraités ont actuellement exactement le même niveau de vie que les actifs. C'est pas vrai. Bon. Prenez les chiffres de l'INSEE, 2014, c'est les derniers qu'on ait. Niveau de vie moyen, 25 000 euros pour les retraités, 22 500 euros pour les actifs. C'est évidemment totalement faux. Les retraités ont le même niveau de vie que les actifs. Ceux qui, en France, ont un niveau de vie plus bas, c'est les enfants, les moins de 18 ans, qui, effectivement, sont à un niveau de vie plus bas. Mais quand on compare les actifs et les retraités, il y a exactement le même niveau de vie. Troisième... C'est ce que dit l'INSEE. Bon, écoutez, excusez-moi, je le sais. Troisièmement... Vous avez des chiffres différents alors que vous avez des références sérieuses. Moi, j'ai travaillé sur la question, excusez-moi. Mais monsieur aussi, quand même. Oui. Bon, troisièmement... Il va y avoir un juge de paix tout à l'heure. On va voir ça. Troisièmement, c'est une mesure qui, jusqu'à présent, n'est pas financée. Le gouvernement dit on va donner de l'argent aux salariés du privé, on va donner aux fonctionnaires, on va donner aux non-salariés, tout ça en prenant sur ces malheureux retraités. Mais sur tout le monde. Il manque 10 milliards. Je veux dire, là, le Rexecode, comme l'OFCE, ont fait les calculs et on dit si effectivement on veut donner de l'argent, comme le prétend le gouvernement, aux salariés, aux fonctionnaires qui actuellement ne payent pas de cotisation chômage, aux indépendants qui ne payent pas de cotisation chômage, si on veut en plus donner des prestations chômage aux indépendants,
Il manque 10 Vous dites milliards. qu'il manque Le mais problème, attendez, c'est où est-ce qu'on Jean-Luc va les Bourbeau, prendre. On il peut y a- faire des promesses Attendez, à tout le Henri monde. Sterdignac, il y a l'argent, les finances, et puis il y a la philosophie. C'est ça ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est aussi binaire, j'allais dire? Est-ce que vraiment on défavorise une partie des retraités, peut-être les plus aisés un temps, pour favoriser notre classe qui va consommer, etc. Cette philosophie. Alors, il ne le dira pas comme ça, mais c'est vrai. Bien, mais je vous moi, pose j'ai la lu son question bouquin. directement. Oui, mais j'ai lu dans le bouquin Révolution, c'est pratiquement expliqué comme ça. D'ailleurs, il ne parle jamais de réforme. Il parle de réforme quand il parle de point par point. Mais globalement, il parle de rénovation. Et c'est vrai qu'il n'arrête pas de dire nouvelle génération. Donc c'est vraiment un thème qui l'intéresse particulièrement. Alors dans son rapport justement que j'avais lu, il chiffrait à 60 milliards disons, les cadeaux fiscaux divers et variés qui étaient à l'avantage des personnels retraités. Mais je dois dire que quand on regarde, ce n'est pas que les retraités. En fait, le tiers des salariés français ne paie pas de cotisation chômage. Il n'y a pas que les fonctionnaires. Le tiers. Donc le tiers, ça fait quand même déjà 6 à 7 millions de personnes qui seront pénalisées. Il n'y a pas que les retraités. Ça fait 6 à 7 millions. Si vous comptez les retraités qui seront, parce qu'il y a une barre également par rapport à la CSG, on est sur 7 à 8 millions de retraités. Donc, en fait, les perdants de cette affaire atteignent pratiquement 15 millions de personnes. Ce n'est pas négligeable. Oui, mais Jean-Louis, le problème, c'est que le gouvernement, enfin Macron, a dit attention, il y aura des mesures compensatoires pour les fonctionnaires. Oui, mais il les a pas chiffrés. Il les a pas chiffrés. C'est pour ça qu'on peut dire actuellement, il manque 10 milliards. Macron, dans son programme, dit on va donner donc 1,5% de pouvoir d'achat aux salariés du privé, pas avec ce petit ripage, mais on va donner la même chose aux fonctionnaires et aux non-salariés. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'argent pour le faire. J'ai pas c'est des promesses. Le dernier point, c'est que les grands gagnants de la réforme, ça sera quand même les hauts salariés. Parce que, effectivement, puisque vous baissez la cotisation, vous supprimez les cotisations maladie, vous supprimez la cotisation chômage et vous augmentez la CSG. Mais quand vous regardez les volumes de dépenses, les volumes de gains, plus vous allez gagner jusqu'à un certain plafond, plus vous gagnez, plus, en fin de compte, plus vous bénéficierez de cette réforme. Donc, vous parliez des caches sociales moyennes supérieures qui ont le plus pâti du gouvernement précédent. Là, sur cette réforme-là, ce sont eux qui gagneront le plus. D'où cette question, oui, finalement, à quelle France il parle? Emmanuel Macron, évidemment, le président de tous les Français, il a l'ambition de parler à toute la France, par définition. Mais la question se pose, Stéphanie Villers, on va l'écouter, Emmanuel Macron, le président de la République, en déplacement aujourd'hui au salon Vivatech, où il a vanté la France, la nation même des start-up. Il y a partout dans le pays des femmes et des hommes qui veulent gagner à l'échelle du monde. Il y a partout dans le pays des femmes et des hommes qui veulent que la France réussisse et être fiers de leur pays. C'est cela, ce moment qui change et celui que nous devons gagner. Pour tous les entrepreneurs et les entrepreneuses de France qui sont là, mais aussi pour tous les Européens et les femmes et les hommes du monde entier qui veulent, en France, réussir. Alors oui, cette dynamique, c'est celle de l'hyper-innovation, celle des talents, celle que vous incarnez. Aujourd'hui, la France est en train de devenir la nation des start-up et elle doit réussir ce pari. C'est cela ce que je veux faire avec vous dans les années qui viennent. Et c'est normal de promouvoir cette France des start-up, surtout quand on se trouve dans ce salon dédié à cela. Mais la question, Stéphanie Villers, est-ce que c'est bien de mettre en avant cette France-là, mais ce n'est pas toute la France? Est-ce qu'il n'y a pas justement... Mais c'est peut-être la France de demain, en fait. C'est là où il y a de l'avenir, où il y a des créations de richesses qui sont à espérer. Je pense qu'on a été un peu tardif pour prendre le train de l'innovation en marche. Et on a quand même des gens qui sont bien formés, qui sont créatifs, qui sont innovants. Et on a il y a aussi beaucoup de Français qui sont partis s'expatrier dans d'autres pays pour développer leurs projets. C'est quand même dommage. Et il faudrait effectivement que ces gens-là ou ces jeunes-là comprennent qu'on a un terreau favorable pour développer ces entreprises. Parce que des entreprises qui se développent, qui marchent bien, c'est des emplois pour demain. Je pense que pour ça, Emmanuel Macron l'a bien compris et mise dessus. Par contre, je pense qu'on ne peut pas uniquement se focaliser sur la France si on veut avoir nos propres GAFA, ces grandes entreprises du numérique
des États-Unis, c'est-à-dire les Google, Apple, Facebook. Je pense qu'il faut plutôt raisonner zone euro, c'est-à-dire plutôt une alliance entre les différents pays membres pour essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire dans ce domaine-là et pour pouvoir avoir offrir une réelle concurrence avec ces entreprises américaines. Bien sûr, c'est nécessaire cela. Mais tiens, je vous fais réagir Henri Sterdyniak à une question posée par un téléspectateur sur les réseaux sociaux. C'est Citoyen Lambda qui vous dit: est-ce que ce n'est pas le président des CSP++, Emmanuel Macron? C'est clair. D'une part, il ne faut pas oublier que une des premières mesures qui va être prise, c'est la suppression de l'ISF, une très forte baisse de l'ISF, suppression de l'ISF sur les revenus mobiliers. Par ailleurs, une forte baisse également de la fiscalité sur les revenus du capital. Donc, c'est quand même le président des riches. Et puis, d'autre part, il y a un choix. Le choix disant, voilà, la France de demain, c'est les innovateurs, les entrepreneurs. Faut voir aussi qu'on exclut les agriculteurs, les industriels, mais etc. en même temps, on a entendu Macron dire à des ouvriers en difficulté: je ne suis pas le Père Noël. Et donc, c'est quand même un choix. On dit aux gens, innover, et puis sinon, il est tant pis. Le Père Noël, il est Jupiter. On ne peut pas être tout à la fois. Il n'est pas le Père Noël pour les travailleurs en difficulté. Lejeune, qu'est-ce que vous pensez? C'est un choix. Je crois qu'Emmanuel Macron, il fait le choix de la croissance, je veux dire tout par-delà. C'est la mère de tout ce qui pourra découler ensuite en France pour baisser le chômage notamment. C'est la principale des plaies de ce pays quand même, 10%. Presque 10% de chômeurs en France. Donc pour ça, il faut de l'innovation. Il a raison, il faut préparer l'avenir. C'est pas en subventionnant des entreprises de l'ancien monde qu'on arrivera à construire la France de demain. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit sur la réforme de la fiscalité du capital, notamment. Le capital, c'est ce qui permet l'investissement, c'est ce qui permet d'investir dans des entreprises innovantes ou un peu moins innovantes, mais de créer de l'emploi demain. C'est très important. La suppression de l'ISF, d'abord, il conserve cet impôt sur la rente, sur l'immobilier. L'ISF va disparaître, ça va devenir l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Il fait ça pourquoi? Parce que l'ISF, qui rapporte très peu, 5 milliards et demi, tue les ETI françaises familiales. Cette fiscalité est aberrante économiquement. Les entreprises de taille intermédiaire, c'est ce qui manque énormément en France, c'est entre la PME et la grande entreprise. On en a 4500 en France, elles sont 10 000 en Grande-Bretagne, 12 000 en Allemagne. C'est ça qui manque au tissu économique français. Donc la réforme du capital, qui devrait aboutir l'année prochaine, elle est faite pour ça. Qu'on investisse, qu'on arrive à croître, à se développer, à créer de l'emploi et que l'économie française redémarre. On entend innovation et évidemment qu'il faut encourager cela, Jean-Luc Gambourg, mais est-ce que vous entendez aussi, parce qu'il faut de cela aussi pour faire accepter des réformes, justice sociale? Est-ce que ce mot, cette expression... Il est prononcé trop, en tout cas, peut-être un détour d'une phrase, mais... il n'insiste pas particulièrement sur la première des justices sociales, c'est l'emploi. C'est bon, de ça, j'ai la formule. Voilà. D'accord. Enfin, bon, c'est vrai. C'était là. Mais en réalité, c'est surtout de l'emploi qui parle plus que du travail, j'ai remarqué. Ça me paraît très important. Parce que le travail, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est les qualifications, c'est la hiérarchie, c'est les salaires, c'est les promotions, c'est l'avenir, etc. On a presque l'impression... Écoutez, parce que quand on voit sa réforme, par exemple, du chômage, des allocations chômage, il est clair que ce qu'il veut, c'est que les gens qui sont chômeurs acceptent, il dit, jusqu'à 20 à 25% de son salaire antérieur. Il faut pouvoir, à la deuxième proposition, accepter la proposition. Donc, ce qui l'intéresse, c'est plus baisser le taux de chômage que revaloriser le travail, en réalité. Il sait qu'il est attendu sur ce sujet. Il sait qu'il est attendu vraiment sur ce sujet-là. Et alors, c'est vrai que, j'ai entendu même pendant la campagne, il vaut mieux un travail moins bien payé que pas de travail du tout. Ce qui, sur ça, le plan... c'est une vraie question. Voilà. On voit ce qui se passe en Allemagne, notamment, ou même en Espagne. Même aux États-Unis, d'ailleurs. Puisque Trump a fait toute sa campagne sur les good jobs et non pas simplement sur les jobs. Donc, fondamentalement, la justice sociale, évidemment, c'est d'abord de trouver du travail, sortir du système du chômage, quitte à être un peu, quand même, dans ces réformes, coercitif
sur pousser les gens dans des conditions... C'est intéressant, c'est-à-dire du travail à tout prix, quelles que soient les conditions. Vous savez ce qu'on dit sur le fameux modèle allemand sur les formations, il met pas ça de 15, il met pas, enfin l'année prochaine 5, il met pas ça de côté en disant, enfin moi je l'ai pas senti comme ça, à la lecture de son programme, au contraire il essaye de protéger les plus faibles. Mais vous êtes en même temps il précarise l'emploi. Je veux dire, on va avoir une loi du travail dans lequel on dit clairement, après tout, le chef d'entreprise doit être le maître chez lui et le travailleur, tant pis pour lui, on va faciliter les licenciements, on va réduire... On va brutal. Hein. On va faciliter les licenciements, on va réduire les délégués du personnel, on va donner de plus en plus de pouvoir aux chefs d'entreprise, et c'est quand même au détriment d'une autre conception disant l'entreprise, c'est quand même l'affaire de l'ensemble des parties prenantes, et donc il faut développer au contraire des droits pour les travailleurs. Il y a quand même un choix. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Vous avez deux lectures différentes de son programme et de l'action à venir. À 10% de chômage, je pense qu'il faut essayer quelque chose. Après, si ça ne fonctionne pas, effectivement, c'est le rôle des partenaires sociaux de revenir en disant on a accepté si ça ne fonctionne pas, ça ne va pas être compliqué. On peut regarder ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, comme en Allemagne, où effectivement... la contrepartie de meilleures performances en termes d'emploi, c'est quand même une précarisation des salariés, une augmentation du nombre de travailleurs pauvres, et finalement, on a des résultats comme le Brexit, le vote pour Trump, où les classes populaires ne se sentent pas bien. J'ai l'impression, en vous écoutant, et vous qui avez presque deux visions, comme deux France, deux mondes, qui auraient même, pour la politique, on dit qu'il y a... Enfin, Emmanuel Macron aurait dit qu'il est l'ancien monde et le nouveau monde. On a l'impression que c'est le cas aussi pour ces deux France qui se regarderaient comme ça, comme en chien de faïence. Mais c'est dangereux. En fait, le modèle passé a montré ses preuves. C'est-à-dire qu'il y a 10% de chômeurs et ces 3 millions de chômeurs ne peuvent pas se dire heureux. C'est pas possible. Donc il faut trouver une solution. Et c'est bien de protéger les salariés, mais les chômeurs là-dedans. Moi, c'est ça que je me dis. Il vaut mieux effectivement les mettre dans l'emploi, après revenir et voir si effectivement c'est vraiment de l'emploi ultra précaire, comme en Grande-Bretagne, où là ça va pas du tout, puisqu'on a des contrats 0 heure, donc c'est complètement, ça n'a pas de sens. Donc il y a quand même une juste mesure à prendre. Justement, on va avoir une expérience amusante, si on peut dire, d'un certain côté. Est-ce qu'effectivement, ces entreprises innovantes, ces start-up, elles vont créer des emplois pour les 3 millions de chômeurs? Est-ce qu'elles vont créer des emplois pour les 3 millions de chômeurs, ou est-ce que la liberté qu'on va donner aux chefs d'entreprise de licencier plus facilement, de baisser plus facilement les salaires, d'augmenter la durée du travail, ça ne va pas avoir des impacts sur la masse des salariés? Et ça, c'est le rôle de l'État. C'est ce qu'on va voir dans les 6 mois à venir. Former ces chômeurs pour leur permettre d'intégrer. C'est dit, par exemple, je reviens sur la formation. Ouais. Il met 15 milliards. Bon. 15 milliards, ça veut dire que si on met vraiment 15 milliards, la France sera le pays qui fait le plus pour la formation professionnelle dans l'ensemble de l'OCDE. On va dépasser les 2% de PIB consacrés à la formation. Donc, c'est un effort considérable. Il faudrait aussi réformer l'ensemble de la formation qui marche mal, parce qu'on en met déjà une trentaine de milliards dedans. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avant que tout ceci fonctionne, oui, il faut quand même un certain temps. Ce n'est pas parce que vous allez mettre 15 milliards, d'ailleurs, sur l'ensemble du quinquennat, que vous allez pouvoir monter la qualification des chômeurs pour avoir une bonne formation. D'où le problème du timing dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, dans un premier temps, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile, il ne faut pas le cacher aux gens, ça va être difficile. Bon, je ne sais pas s'ils s'y attendent, s'ils le savent, mais ça va être difficile. Le chômage va augmenter, parce que vous comprenez bien que les réformes qui sont proposées, c'est quand même pour alléger les sureffectifs dans les entreprises, dans un premier temps. Après, que ça puisse permettre de l'embauche, c'est autre chose. Si, quand même. Là, sinon, non, oui, évidemment. Mais c'est bien des protections qu'on veut faire sauter. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. On veut faire poser des protections, et donc ça va dans un premier temps. Et si la croissance se soutient, quoique elle n'est pas fameuse dans son programme, on est autour d'1,8, on n'est pas sur des scores très très vite. Ça, effectivement, ça pourra faciliter l'embauche avec les problèmes d'information. Donc on a un problème de timing à gérer qui va pas lui être simple pour lui et pour les gens concernés. Mais il y a un problème de récit politique, c'est-à-dire qu'en fait la destruction de l'emploi, elle est déjà là.
C'est déjà difficile. On a 10% de chômage en France. C'est déjà très compliqué. Après, on a deux options. Soit on peut faire des emplois aidés, mettre des chômeurs en formation, 500 000 chômeurs en formation, ce qu'a fait François Hollande, et puis qui vont retourner dans le halo du chômage. Et c'est temporaire, c'est cotère sur jambe de bois, mais ça ne fait pas avancer les choses. Soit on décide, c'est le choix d'Emmanuel Macron, de miser sur ce qu'on appelle la compétitivité hors coût du pays. En économie, on parle de deux choses. Compétitivité coût. Ça, c'est toutes les charges qui pèsent sur les entreprises. Il ne fait pas grand-chose là-dessus. Il estime qu'on a fait le CICE, le pacte de responsabilité, on a baissé de 40 milliards, sauf autour du SMIC. Il estime que le travail a été fait. Il mise tout sur la compétitivité hors coût. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il mise énormément sur la formation et la montée en gamme, la qualification des salariés. C'est miser sur l'avenir, c'est miser sur le temps long. Alors effectivement, peut-être... vous avez dit un mot important. Vous avez dit l'avenir. Je vous fais réagir et ce sera en guise de conclusion. Je vais vous laisser la parole. C'est Lucia qui vous dit Emmanuel Macron mise sur les gisements d'avenir. Mais tout le monde ne pourra pas s'adapter. Une partie des Français sera-t-elle sacrifiée, abandonnée? Est-ce qu'elle aura du mal à monter dans ce train-là? Oui, bien sûr. La formation, c'est le mythe. Je veux dire, il y a un grand nombre de travailleurs non qualifiés qui ont besoin d'emplois correspondant à leurs capacités. Et ce n'est pas par la formation à des start-up miraculeuses qu'effectivement, on va résoudre la question de l'emploi. Et votre alternative n'est peut-être pas la bonne. Je veux dire, il y a d'autres possibilités. Il y a des possibilités en matière de politique industrielle dans lesquelles on dit c'est très difficile de former des gens pour des métiers qui n'existent pas. Mais si en même temps on a une politique industrielle où effectivement on soutient des secteurs comme par exemple la rénovation urbaine, la transition écologique, et qu'on forme des gens pour des secteurs dans lesquels effectivement il y a des débouchés, oui, mais si c'est pour former pour rien, je pense que c'est une vraie question. Pour répondre à la téléspectatrice, c'est des gens qui ne montent pas dans le train. C'est un vrai problème, incontestablement. Mais je ne veux pas faire un parallèle. Oui, mais 50% d'abstention. Ce sont plein de gens qui ne savent pas quel wagon choisir. Dans quel train monter? C'est quand même des gens qui restent sur le quai, ces gens-là. La France est le pays où on s'abstient le plus. En matière politique, j'ai vu les chiffres, c'est absolument incroyable. On est le pays d'Europe où il y a le plus d'abstention politique, plus qu'aux États-Unis maintenant. On dépasse les États-Unis, vous vous rendez compte? Donc tous ces gens-là, après il y a la question économique, ces gens-là, effectivement, ne se sentent plus dans le coup. Comment on fait pour les faire monter dans le train? Et ça, c'est un défi majeur pour Emmanuel Macron. Effectivement, majorité très certainement écrasante, absolue. Effectivement, des pouvoirs très élargis, mais quand même des fragilités, c'est ce qu'on essaie de dire, pour l'acceptabilité, la compréhension de ces réformes. Oui, mais le gouvernement, là, pour le coup, ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Là, je suis d'accord. La compétitivité hors coût, c'est le vrai sujet. Et je suis absolument d'accord avec vous, mais l'État ne peut pas obliger les entreprises à investir dans des nouvelles machines, des innovations, dans la recherche-développement. Maintenant, c'est au rôle aussi de l'entreprise de prendre effectivement le train en marche en disant on a peut-être des coûts élevés, mais il va falloir qu'on devienne compétitif en montant en gamme. Et ça, c'est pas le secteur public qui peut faire monter en gamme les entreprises françaises. La conclusion ? Posons-nous la question. Cette France périphérique, cette France du chômage, cette France délaissée, elle est la conséquence de quoi? De la politique d'Emmanuel Macron qui n'a pas encore été menée et qui n'a jamais été menée en France, ou de 30 ou 40 ans d'immobilisme en France? Est-ce que cette politique, elle est issue de la baisse de charges, peut-être de moins d'État pour mieux d'État, ou d'une explosion de la dépense publique, des impôts, de toujours plus d'État? La France est championne d'Europe de la dépense publique depuis l'année dernière, championne d'Europe des prélèvements obligatoires depuis 2 ans. Est-ce que ça va mieux? Non, je ne crois pas. Nous verrons tout cela puisque ça va venir très rapidement d'ici à la fin d'été. Merci pour ce débat et vos analyses respectives. La suite de votre émission, on va parler de la campagne des législatives qui se poursuit bien sûr. J-3 et déjà, les règlements de compte se préparent à droite, au PS, au Front National. La crise bat son plein, on va en parler. Et évoquer également, c'est l'actualité, l'agression aujourd'hui à Paris de la candidate Nathalie Kosciusko-Morizet. Sur ces sujets, le match des idées va opposer dans quelques instants Thierry Fabre à François Mickey-Marty. A tout de suite. Depuis 2002, soulager la douleur à l'hôpital fait même partie des droits fondamentaux du patient. Sous son air flegmatique, Mathieu Jeanne est un pionnier dans ce domaine.
Un inventeur qui, depuis Lille, est en train de révolutionner la médecine à l'échelle mondiale. C'est un moniteur qui nous donne les symptômes qui nous manquent habituellement chez ces patients-là. Il nous ouvre une fenêtre sur le fonctionnement intime, le fonctionnement caché du système nerveux du patient, là où il se passe des réactions que normalement on ne voit pas. L'intégralité de nos moniteurs sont fabriqués ici. Par exemple, Maxence, qui est ici présent, qui est l'un de nos techniciens, est en train de tester et de finaliser la fabrication de moniteurs destinés à la réanimation néonatale. C'est vous la France, demain à 13h sur Public Sénat. Comment transmettre la mémoire de l'horreur? C'est la question que se posent chaque jour les conservateurs, les guides d'Auschwitz en Pologne. Le camp d'extermination devenu musée accueille des millions de visiteurs chaque année, 70 ans après sa création. Alors quelle est la frontière entre devoir de mémoire et tourisme de masse? Que restera-t-il de ce génocide quand les derniers survivants auront disparu? C'est le débat d'un monde en doc à la suite du film Auschwitz Museum. Un monde en doc, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission On va plus loin. J-3 avant la fin d'une longue séquence électorale. En attendant, la campagne, bien sûr, elle se poursuit. Les candidats jettent leur dernière force dans la bataille. On va s'intéresser à ce qui se passe au sein des partis et ce qui va être amplifié dès dimanche, c'est-à-dire l'heure des règlements de compte, des explications à droite, au PS, au FN. Pour en parler, voici nos invités ce soir. Thierry Fabre, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint à Challenge. François-Mickey Martin nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Institut Via Voice. Alors d'abord, messieurs, cette agression, c'est l'actualité à Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet, bousculée par un individu, elle a perdu connaissance. Tout cela est arrivé alors qu'elle tractait sur un marché dans la 2e circonscription de la capitale. Agression, bien sûr, inqualifiable. Dans une campagne, François-Mickey Martin, en tous les cas, pour elle déjà, vraiment difficile, éprouvante. Oui, on peut le dire. Enfin, son parcours, d'ailleurs, politique, depuis ces dernières années, depuis sa défaite notamment au municipal à Paris, est difficile. Ensuite, il y a eu la primaire, laquelle elle a obtenu, la primaire de la droite et du centre, laquelle elle a obtenu de 2,5% des voix. Il y a un paradoxe, au fond, concernant l'image de Nathalie Kosciusko-Morizet dans l'opinion française, parce qu'elle est souvent considérée comme moderne, comme incarnant le changement, l'ouverture, la sensibilité aux questions environnementales, et puis bien souvent l'opinion ne suit pas. Donc c'est probablement, effectivement, comme vous le dites très bien, une trajectoire un peu difficile, un passage difficile pour elle, mais je pense qu'il s'explique aussi par des éléments qui tiennent à la fois à ses combats, à une part de difficulté à lire la cohérence aussi de ses positionnements ces derniers temps, notamment entre la campagne de François Fillon, une main tendue, puisqu'elle a signé l'appel des 21 Macron compatible, voilà. Bon, une campagne ensuite qu'elle a dû faire, de fait, je pense en partie contre son gré, sur le terrain, avec des candidats dans sa circonscription, la 2e circonscription de Paris. Elle en a hérité en pensant qu'il s'agissait là de l'une des meilleures circonscriptions imperdables, en liaison, pensait-elle, avec une victoire possible de François Fillon. Donc elle a aussi joué de malchance, il faut bien le reconnaître. On va parler de sa campagne. Encore un mot sur cette violence. On va écouter sur ce sujet, Thierry Fabre, les propos du sénateur Les Républicains, Roger Karoutchi. Le ton monte depuis plusieurs semaines parce que des incidents se produisent sur tous les marchés. Dans mon département des Hauts-de-Seine, on a souvent des agressions verbales, physiques, des envois de tracts, des gens violents. On a un peu le sentiment que la démocratie, c'est fatigant. Et c'est irrespirable pour certains. C'est absolument invraisemblable qu'un homme, que je ne connais pas, enfin peu importe, puisse comme ça provoquer, agresser Nathalie sur un marché. Ça en dit long sur l'état de décrépitude et de l'opinion et de la démocratie. Décrépitude, dit Roger Karoutchi. Il y a eu une très longue séquence vraiment électorale, Thierry Fabre, une campagne difficile avec une hystérisation pendant la présidentielle, le climat des affaires. Est-ce que, alors il ne s'agit pas du tout, évidemment, de trouver des raisons, mais est-ce que tout cela, quand même, il y a les germes d'une forme de réaction forte, peut-être? Ça révèle une campagne d'une violence inouïe, quand même. Je pense qu'on peut dire que c'est sans doute la plus violente. Dans ce qu'on a entendu dans les meetings, à la fois du côté des militants et du côté des dirigeants politiques, notamment dans les deux partis, extrême droite et extrême gauche, quand même, d'une grande violence à l'endroit des politiques qui nous dirigent. C'était souvent l'oligarchie qui nous dirige, qu'il fallait évacuer. Et alors cette violence, elle a un écho dans la population qui a manifesté quand même son rejet
assez extraordinaire des politiques. C'est-à-dire qu'on est au plus bas dans le baromètre de confiance vis-à-vis des politiques. Donc évidemment, il y a cette cote de popularité au plus bas qui montre que les Français donc, ne croient plus en leur classe politique et même ont une certaine agressivité vis-à-vis d'eux. Donc c'est vrai que c'est absolument regrettable, mais il y a eu beaucoup d'incidents pendant cette campagne, sur les affaires aussi. Quand on voit toutes les mails sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut recevoir sur les différents candidats. Je prends l'exemple d'Emmanuel Macron, qui finalement s'en est sorti indemne. Mais vous savez, cette affaire sur les millions disparus de Rothschild, on ne savait pas ce qu'il avait fait de son argent. Mais c'est extraordinaire de voir les attaques dont il a été victime. Et finalement, il a été blanchi par la haute autorité de la vie politique, qui a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais il n'empêche que les attaques sont là. Donc il y a une violence politique qui a dépassé vraiment un record. Une responsabilité des responsables publics et politiques dans leurs propos. On peut citer Henri Guénaud, battu, qui tient des propos inacceptables sur les citoyens, sur les électeurs. On peut citer aussi d'autres candidats à la présidentielle quand ils étaient en campagne. Est-ce que là aussi, les vannes se sont ouvertes brutalement ? Oui, les vannes se sont ouvertes. Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. Il y a la baisse de popularité qui est très frappante, de tous les dirigeants politiques, d'ailleurs. Si on compare avec il y a une dizaine d'années, bon, ce serait un sujet en soi. Mais ensuite, effectivement, il y a eu l'irruption de la violence, au moins verbale, sur les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, une violence au moins aussi verbale, j'allais dire dans une partie, pas dans toute, mais dans une partie de la société française. Vous savez, nous, on écoute parfois des gens discuter entre eux. Et il est très frappant d'observer que l'idée, au fond, du respect de l'opinion de l'autre peine souvent à être acceptée. Et on procède plutôt par anathème plutôt que par argumentation raisonnée. Donc il y a un vrai sujet, un enjeu majeur, je pense, qui est la légitimité, même la désirabilité d'une opinion publique, politique ou autre d'ailleurs. Ça peut être une opinion économique, etc. Dès lors que quelqu'un vous dit « je vais vous présenter telle ou telle opinion pour tel et tel argument », si vous lui répondez en lui disant « écoute, tais-toi, moi, tu n'as rien à dire », il y a là un vrai problème, qui est au fond un problème de débat public. Et puis au-delà de ça, mais on y reviendra peut-être, je ne sais pas, on est quand même dans un moment, je pense, très particulier, où entrent en concurrence en réalité des visions, pour une fois, très fortes, très ambitieuses pour l'avenir de la France, pour une partie de ce qu'est la France aussi. Alors, bien sûr, ça n'explique pas et ça ne justifie pas les violences. Mais c'est pour mettre tout ceci dans un contexte qui est celui, au fond, de tensions qui sont très puissantes au sein même de la société française. Et c'est un défi très important, majeur. C'est le défi d'Emmanuel Macron de gérer cela, parce que c'est lui qui a hérité, en tous les cas pour 5 ans, de cette situation. Nous parlions juste avant ce match des idées dans notre débat des réformes qu'il va devoir mener et le fait qu'il va devoir parler à toutes les tonalités, tous les aspects de la France, Emmanuel Macron. Ce défi-là, c'est aussi le sien aujourd'hui. Évidemment, c'est-à-dire qu'il avait théorisé la chute des vieux partis. Il faut reprendre les discours d'Emmanuel Macron d'il y a 1 an. Il avait quand même extrêmement bien vu les choses et fait le bon diagnostic. Ces vieux partis rejetés par les Français ont explosé. Il en a profiter, et il devrait en profiter dimanche au second tour, sauf que c'est un capital dont il hérite qu'il peut très vite gaspiller ou alors qu'il peut faire fructifier. Effectivement, c'est intéressant de voir les candidats d'En Marche qui vont sur le terrain, nous font le retour suivant, ils nous disent les Français nous donnent les clés. Sur les marchés, on leur dit bon, on vote pour vous. Mais pas chaque campagne, les clés. On ne partage pas spécialement vos idées, ou pas toujours. En tout cas, là, on vous donne les clés pour 5 ans, mais essayez d'être efficace. Donc il y a ce retour très intéressant de dire, bon, Macron a été élu, il y a cette cohérence, les Français sont cohérents, quand on voit les chiffres autour de 450 députés qui sortiraient dimanche, c'est absolument historique pour dire, bon, on vous permet de diriger, mais évidemment le boomerang peut être extrêmement violent. Parce qu'il faut se souvenir que François Hollande, en 2012, il avait une majorité extrêmement large. Il avait tous les pouvoirs dans les villes, dans les régions, dans les départements. On fait un procès à Macron d'être le futur parti unique, mais François Hollande avait encore plus de pouvoir. Sauf que ça, en 5 ans, vous avez vu à quel point le Parti socialiste a explosé. Donc tout ça est très fragile. Sauf que la situation des partis a évolué et elle s'est dégradée aujourd'hui. Justement, on parlait... Je voulais vous faire réagir là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer le lundi 19 juin dans les différents partis, François Miquet-Marty? Alors, je ne sais pas ce qui va se passer le lundi 19 juin. Ça va être animé, en tous les cas. Donc, permettez-moi d'éluder votre question. Mais pour rebondir sur ce que disait Thierry Fabre, qui est beaucoup plus intéressant, je plaisante. Ça va répondre un peu à votre question aussi. Je pense qu'on est en train de vivre un moment très particulier qui n'est pas uniquement un moment politique.
au sens où on est, pour une partie des électeurs, et en particulier pour une partie des électeurs d'Emmanuel Macron, je ne porte pas de jugement, mais je vais essayer de restituer ce qu'éprouve, ce que s'exprime une partie des électeurs, dans un moment de refondation de notre histoire politique française, de notre récit collectif. Donc il y a, pour dire les choses autrement, une forme de remise à zéro des compteurs, dont le premier élément est ce qu'on appelle couramment le dégagisme. Mais le dégagisme n'est pas sa propre fin. Il s'agit au fond de réécrire une autre histoire, d'inventer un autre récit plus positif, plus optimiste. Effectivement, on parlait de 1981, ça rappelle 1981, ça rappelle 1958, ça rappelle 1968. Il y a des moments comme ça dans l'histoire de France, et je crois que l'histoire même de France dans sa globalité, souvent avance par ces grandes scansions. Vous allez me problème de fond, pardon, je termine sur les règlements de compte dans les partis. Voilà. Oui, d'un mot, parce que ça me semble vraiment important. Le problème majeur est que toute la société française, bien sûr, n'est pas mobilisée par cette histoire. Donc ça entre très fortement en contradiction avec d'autres mouvements. Et là, les partis auront un rôle majeur, parce qu'au fond, ils ne vont plus être uniquement des organismes d'expression du suffrage, de préparation des élections, mais d'une certaine manière, des porte-voix de ces grandes aspirations contradictoires au sein même de la société. Ce second tour qui s'annonce quand même, c'est une vague qui est assez phénoménale. Les candidats, ils lancent, Thierry Fabre, leur dernière force dans la bataille. Ce sont les derniers jours de campagne. On va s'arrêter sur quelques circonscriptions. On voit cela avec Stéphane Amalian. Vous avez la parole juste après. Il reste 3 jours et l'heure n'est plus aux finasseries. Dernier marché, ultime tractage. Et les poids lourds du jeu politique font ce qu'ils peuvent pour sauver ce qui peut l'être. Christiane Taubira et Anne Hidalgo étaient à Villeurbanne hier pour redonner espoir à Najat Vallaud-Belkacem. Un pari désespéré, 20 points à rattraper. À droite, c'est la même chose quand le maire de Troyes, François Baroin, vole au secours d'Éric Woerth en mauvaise posture dans l'Oise. Du côté du Front National, Gilbert Collard, en difficulté dans le Gard, a réussi à faire sortir de sa réserve Marion Maréchal-Le Pen, absente du théâtre politique depuis plusieurs semaines. Limiter la casse, seul mot d'ordre désormais pour les victimes du tsunami En Marche. Et regardez cette une demain, Thierry Fabre et François-Mickey Marty de Ouest France avec ces visages législatifs, ceux qui risquent gros. On va les voir et puis on va en parler. Najat Vallaud-Belkacem, Manuel Valls, Myriam El Khomri, Gilbert Collard, NKM et puis la ministre en exercice, Annick Girardin, parce qu'on connaît la règle au gouvernement, battu en dehors, voilà, ils doivent quitter le gouvernement. Sur ces différents visages, quel est l'enjeu le plus important selon vous? Quelle est la circonscription clé? Alors il y en a une symbolique en tout cas qui est celle de Najat Vallaud-Belkacem, parce que ça symbolise pour moi le désastre du PS. Je suis allé justement suivre sa campagne il y a une dizaine de jours et j'ai vu une ancienne ministre très énergique qui fait le maximum qui fait les marchés, enfin qui y va et qui est, comment dire, dont la parole ne porte pas, et elle nous a avoué pourquoi. Elle nous a dit, mais vous savez, je suis socialiste, et être socialiste en ce moment, c'est un peu désespéré. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'elle est porter l'étiquette de ces vieux partis, en ce moment, c'est un peu désespéré. Et la situation à droite est guère plus réjouissante. Quand on voit les sondages qui prévoient entre 80 et 90 députés à la droite, c'est-à-dire 2 fois moins qu'aujourd'hui, ce serait quand même une claque absolument extraordinaire. Donc ces combats montrent que la vague macroniste, on ne l'arrête pas, et on ne l'arrête pas aussi en raison d'un phénomène extrêmement important, c'est l'abstention. C'est-à-dire quand tous ces électeurs, et notamment d'extrême gauche et d'extrême droite, décident de ne pas aller voter, évidemment ça favorise cette vague macroniste. Il y aura un chiffre qu'on va commenter dimanche, c'est que si on se projette, il va y avoir à peu près 15% du corps électoral qui devrait donner autour de 70% des députés à l'Assemblée. C'est un phénomène quand même assez extraordinaire et qui fait que Emmanuel Macron aura les pleins pouvoirs, certes pour gouverner, mais des pouvoirs fragile parce que c'est une petite partie de l'électorat qui lui a donné. Pouvoir fragile, et on regarde la une de La Croix, François-Mickey Marty, avec ce titre, des novices aux portes de l'Assemblée. Alors, ça a été utilisé presque comme un argument là, dans cette campagne d'entre-deux tours, puisque l'opposition a dit, attention, regardez, vous n'allez pas laisser aussi l'Assemblée d'abord hégémonique, et puis avec des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, apparemment. Ça n'a pas porté pour le moment, sans doute. Non, ça n'a pas porté pour le moment, oui, parce qu'il faut quand même attendre dimanche. Mais ça ne porte pas, je pense, parce que au fond, l'aspiration précisément au changement est plus forte que le fait de décrier les compétences supposées de tel ou tel.
Et puis d'une certaine manière, on a eu des exemples dans l'histoire française, en 1981 aussi. Beaucoup de députés sont arrivés à l'Assemblée nationale qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Ça s'est pas si mal passé que ça sur le plan de la profession de député. Je crois que La République En Marche a prévu une session de formation pour ces novices. Par ailleurs, l'Assemblée en elle-même dispose des administrateurs, des équipes, des fonctionnaires, des agents qui accompagnent les députés dans leur travail. Donc ces éléments-là sont relativisés. Et puis ce que vous disiez tout à l'heure est très puissant, c'est-à-dire qu'au fond, au-delà de ces éléments de compétence ou pas, au-delà des questions même de moralité parfois ou pas, ce sont les étiquettes qui comptent. Et on voit bien, lorsqu'on parle de dégagisme, alors oui, il est très vrai que Najat Vallaud-Belkacem en souffre très profondément avec l'étiquette socialiste. Mais Bruno Le Maire, qui n'est pas un novice en politique, au contraire, lui, bénéficiant de l'étiquette La République En Marche, obtient un très beau score. Donc on voit bien la puissance de l'identité politique à travers tout ça. Et c'est beaucoup plus déterminant, je crois, que les questions de compétences, les questions d'éthique sur cette élection législative-là. Mais alors que faire contre une étiquette? Presque rien, aucun argument là, de campagne d'entre-deux tours de la droite, du Front National, de la France Insoumise ne peut balayer cet argument-là. Surtout qu'il faut rappeler que les projets des deux partis traditionnels ont disparu. Ça, on l'oublie un petit peu, mais l'électeur, il faut lui donner envie de voter. Quand on a remanié le projet de la gauche en oubliant le programme de Benoît Hamon, sans rajouter de mesures stimulantes, et quand à droite on a supprimé les mesures de Fillon également sans de nouvelles mesures, pourquoi voter pour ces partis-là? Donc c'est vraiment la grande explication. Je reviens sur un point très important, l'inexpérience. Moi je trouve passionnant de suivre ce qui va se passer. On ne va pas quand même tous... Non mais en politique c'est clair que... Mais beaucoup gravitent quand même dans le domaine associatif qui donne déjà un background... Il y a des études du Cevipof qui dit que finalement il n'y a que 35% de purs novices. Et c'est déjà énorme. Et c'est énorme. Ce serait un changement majeur de gens qui n'ont jamais fait de politique. Alors, est-ce que c'est un problème ? Les historiens rappellent qu'en 1958, c'était un peu la même chose. Et que donc, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet ? Je trouve, moi, intéressant de voir ces gens qui arrivent du secteur privé et qui ont envie de faire. C'est-à-dire souvent, on voit des avocats, des chefs d'entreprise qui mettent entre parenthèses leur activité et qui disent « je vais au Parlement ». Donc ces gens-là vont avoir envie de faire. Croyant en leur bonne volonté. Pour l'instant, c'est affiché. De cela. Voilà. Mais alors, est-ce que cette bonne volonté va pouvoir être utilisée? Est-ce que le Parlement, qui souvent a un peu ronronné, pourra utiliser ces talents? Est-ce que la haute administration le laissera? Enfin, ça, c'est une autre affaire, parce qu'il y a toujours quand même un match entre les parlementaires, toute sa haute administration. Une question de Sylvie Berthe, notre téléspectatrice sur les réseaux sociaux, qui vous s'est adressée, François Mickey-Marty. Elle vous dit, vous ne pensez pas que La République En Marche, pour beaucoup de ces candidats, ont été élus simplement sur le nom d'Emmanuel Macron et pas sur eux, pas sur leur personnalité, pas sur leurs compétences, rien que parce qu'il y avait sa photo, j'allais dire, tout simplement. C'est tout à fait juste. Et c'est tellement frappant. Je pense d'ailleurs qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Ve République. Alors oui, il y a eu 58 et 81. 81, c'était un peu la même chose. François Mitterrand... Avec la même chose. Mais là, on voit... En 81, il y avait quand même des élus locaux socialistes qui étaient présents aussi. C'est-à-dire des gens qui avaient été auparavant maires, responsables dans des conseillers généraux. Là, pas du tout. On voit énormément de candidats. Je pense à Olivia Grégoire dans le 15e arrondissement, qui est une candidate que les électeurs eux-mêmes ne connaissaient pas, qui, avec l'étiquette La République En Marche, obtient 47% des voix au premier tour. Donc c'est absolument extraordinaire. Donc bien sûr, c'est cette idée, c'est bien sûr l'incarnation par Emmanuel Macron est fondamentale. Et puis je crois que ça renvoie pleinement à cette idée d'une régénération totale. Vous savez, on peut difficilement souhaiter la régénération et vouloir reprendre ceux avec lesquels on a connu l'histoire précédente. Ça paraît un peu contradictoire. C'est sûr. On va découvrir, messieurs, la une de l'Humanité à présent, Thierry Fabre. La voici. Un message de l'UMA. Dimanche, ne lui laissons pas les mains libres. Autrement dit, regardez, avec tous ces Emmanuel Macron qui sont assis sur les bancs de l'Assemblée nationale, cet autre argument d'une majorité monolithique, la même couleur, etc., ça n'a pas porté également, ça ne semble pas, là encore je suis prudente, dans les intentions de vote, pour ceux qui vont se déplacer, inquiéter ces Français-là. A priori non, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus inquiets de l'efficacité des réformes d'Emmanuel Macron qui peut ou pas redresser le pays plutôt que d'un excès de pouvoir. Visiblement, ça ne porte pas. Et encore une fois, on oublie un petit peu que ce pouvoir concentré a déjà existé. Et donc les Français ont vraiment cette cohérence, depuis qu'ils votent aux législatives tout de suite après les présidentielles, de donner les clés.
Ils l'ont toujours fait. On a un nouveau président, on lui permet de réformer. Si ça marche très bien, et si ça ne marche pas, ça peut être extrêmement violent. Nous sommes ici au Parlement, c'est toujours bien de rappeler le rôle d'un parlementaire, et là en l'occurrence d'un député. Il va évidemment voter, accompagner les projets de réforme du gouvernement, mais il a aussi un rôle de contrôler l'action du gouvernement. Ça c'est très important. Ce n'est pas un rôle d'opposant, mais quand même de veille. Est-ce que vous pensez que cette majorité qui doit tout à Emmanuel Macron va pouvoir vraiment surveiller l'action du gouvernement? C'est important dans notre démocratie. C'est essentiel, et puis c'est l'un des chantiers démocratiques majeurs pour les années qui viennent. Alors, La République En Marche propose effectivement d'essayer de donner une mission nouvelle à ses députés, qui sera celle aussi de l'évaluation des politiques publiques, qui a été faite un peu par le passé, mais peut-être pas de manière suffisante. Donc, le regard critique, il est très difficile à faire de la part de députés auxquels on demande quand même un minimum de solidarité. Ces questions-là, elles se posent exactement aussi pour le devenir de La République En Marche en tant que mouvement de citoyens. Logiquement, il est plus simple d'avoir un regard critique sur des projets à venir plutôt que sur des dispositifs en cours. D'autant plus que le gouvernement a publié, avant le premier tour des législatives, un programme d'action qui tient en 5 pages et qui définit le calendrier de la mise en œuvre des réformes pendant l'ensemble du quinquennat. Donc il est difficile quand même de demander à une majorité éventuellement de mettre en cause ce calendrier défini par le gouvernement. Mais ça peut se faire sur des éléments d'adaptation et puis sur des éléments à venir de nouvelles réformes. Je trouve ça, c'est le point essentiel. C'est-à-dire que cette Assemblée, selon le projet d'Emmanuel Macron, doit se transformer. Légiférer pendant 3 mois et contrôler le reste du temps. Ce serait une révolution au sein de cette Assemblée. C'est ce que font nos collègues britanniques, c'est-à-dire avec des puissants organes de contrôle. Et ça changerait la façon d'être du Parlement, parce qu'il faut bien voir que jusqu'alors, les moyens d'enquête, d'investigation, de contrôle ont été relativement peu utilisés. Donc, Emmanuel Macron le promet. Le fait qu'il y ait des gens non professionnels que la politique qui arrivent avec un enthousiasme peut-être changer les choses, mais c'est vrai tout de suite, on va se trouver au conflit, on va critiquer l'exécutif. On va ne pas être d'accord avec des projets de changement de politique publique. Ça peut peut-être changer les choses. Dernière question, messieurs. Est-ce que selon vous, c'est la fin de ce qu'on peut appeler la République des apparatchiks ? Dans une séquence relativement courte, je crois, oui. C'est-à-dire que c'est une aspiration profonde de la société, au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui. Ensuite, les apparatchiks, vous savez, ils reviennent très rapidement. On a, comme disait votre brillant collègue, un quinquennat dure 5 ans. Donc, l'apparatchikisme... Ils sortent par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Exactement. Souvent, Thierry Fabre. Il y a une étude du Cevipof, justement, qui est sortie. Luc Rouban a regardé les candidats En Marche. Donc, il y a un mouvement extraordinaire qui fait que si 60% des candidats viennent du privé, la plupart sont cadres, profession libérale. La République, donc des fonctionnaires et des apparatchiks, donc des pros de la politique, est en train de disparaître. Moi, je rappelle un chiffre très intéressant. En 2012, les députés avaient passé en moyenne 68% de leur temps, de leur activité en politique. Donc c'était vraiment des pros, des vrais pros de la politique. Là, vous avez l'essentiel des candidats d'En Marche qui ne sont pas des pros. Et donc, comme ils vont être ultra dominants, l'Assemblée va avoir un visage totalement différent. Et si je vous ai posé cette question, messieurs, c'est parce que dans quelques instants, je reçois l'auteur du livre La République des apparatchiks. C'est Jean-Baptiste Fauré, journaliste et auteur. Il nous dira ce qu'il en pense aussi. Merci beaucoup, pour vos analyses respectives. À suivre, c'est le tour d'horizon du jour. Un chiffre record depuis 2012. Ils étaient 720 000 candidats à entamer ce matin les épreuves du baccalauréat. Cette année, les filiales professionnelles ont le vent en poupe. Elles concernent 28% des candidats. Une ombre au tableau, les élèves de la filière technologique ont débuté leur épreuve de philosophie avec du retard. En cause, des fuites de sujets diffusés la veille sur Internet, obligeant les rectorats à imprimer des sujets de secours. Après la philosophie, place à l'histoire-géographie dès demain à 8 h. L'événement. Nathalie Kosciusko-Morizet a perdu connaissance ce matin pendant une dizaine de minutes après avoir été agressée par un homme pendant une distribution de tracts. Ce que j'ai vu, c'est NKM qui brandit ses tracts, l'agresseur qui lui arrache des mains et lui renvoie d'un mouvement, d'un revers de la main vers son visage à elle. La candidate a été hospitalisée à l'hôpital Cochin et a reçu la visite du Premier ministre Édouard Philippe. Des personnalités politiques de tous bords ont exprimé leur soutien sur Twitter. Élection.
Et je vois des sondages qui disent il y a beaucoup de Français qui s'inquiètent d'une majorité hégémonique et qui se disent peut-être qu'il faudrait rééquilibrer. Moi, j'appelle d'ailleurs les Français de droite et du centre qui se sont abstenus à aller voter. Rééquilibrer, c'est entre vos mains que sont les rééquilibrages et les votes. Et puis on verra dimanche soir. S'il y a des groupes conséquents dans l'opposition, l'opposition pourra amender, faire changer les textes, faire évoluer les lois. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lance un fonds de 10 milliards d'euros pour les start-up. L'annonce a été faite aujourd'hui à Paris lors de la 2e édition de Vivatech, le salon dédié aux start-up. L'objectif est clair, faire de la France une nation start-up et inciter le développement de projets liés aux nouvelles technologies et au numérique. Économie. La rémunération du patron de Renault, 15 millions d'euros en 2016, est acceptée par les actionnaires du groupe. Elle était pour la première fois soumise à leur approbation. En revanche, Carlos Ghosn dément catégoriquement tout montage financier lui permettant d'acquérir des bonus supplémentaires. Le chiffre de 4 millions d'euros avait été avancé par certains médias. À l'étranger. Donald Trump. Dans la tourmente, le président américain est soupçonné d'avoir freiné la justice américaine dans ses investigations sur le dossier d'une éventuelle ingérence russe dans la présidentielle. Le magistrat devrait auditionner des hauts responsables du renseignement américain. Cette mise en cause intervient alors que Donald Trump recueille 60% d'avis défavorables après 5 mois à la Maison-Blanche, un record d'impopularité. Mon invité ce soir est journaliste, auteur. Il publie une enquête remarquée et fouillée intitulée « La République des apparatchiks, enquête sur les meilleurs agents du système » chez Fayard. Bonsoir et bienvenue Jean-Baptiste Forêt. Bonsoir. Alors on va s'intéresser en détail à votre livre, mais d'abord, quel est votre regard sur ce qui est en train de se dérouler, dont on verra les effets définitifs lors du second tour dimanche? Est-ce que ce renouvellement dont on parle beaucoup, cette respiration, est-ce qu'elle sonne le glas, selon vous, de cette République des apparatchiks? Pas totalement. En apparence, oui. En apparence, on assiste vraiment à une sorte de grand remplacement à l'Assemblée nationale. Mais quand on regarde dans le détail les candidats de La République En Marche, c'est beaucoup moins clair. C'est-à-dire, comme le disaient vos précédents intervenants, on a quand même 2/3 des candidats qui ne sont pas novices en politique. Dans le lot, on a plus de la moitié d'élus, plus de 50% d'élus parmi les candidats de La République En Marche. Et parmi ceux qui ne sont pas élus, on trouve un certain nombre de collaborateurs d'élus. Alors moi, je m'intéresse particulièrement à ceux qui sont élus. Dans le lot, on a des purs professionnels de la profession politique, comme Christophe Castaner, candidat dans les Alpes de Haute-Provence, qui lui était déjà directeur de cabinet du maire du 10e arrondissement il y a plus de 20 ans. Donc c'est quand même le signe d'un renouvellement qui parfois est un petit peu limité. Et puis on voit aussi apparaître de nouveaux profils, par exemple des petits malins des cabinets ministériels de la Hollandie qui ont pris le train en marche très rapidement et qui de cette façon-là ont doublé leurs petits camarades du PS en obtenant l'investiture sacrée, le Graal. Il suffit d'avoir ce Graal pour être élu aux législatives, c'est très clair. Et c'est le cas. Il y a par exemple Gabriel Attal qui est candidat dans les Hauts-de-Seine, dans la circonscription imprenable, croyait-on, d'André Santini, mais qui va sans doute l'emporter dimanche prochain. Et Gabriel Attal, lui, est l'ancien assistant parlementaire et l'ancien collaborateur ministériel de Marisol Touraine. Il va être élu à l'âge avancé de 28 ans. Donc selon vous, le mouvement de La République En Marche, même s'il apporte cette respiration, etc., n'a pas totalement rompu avec les pratiques des partis traditionnels. Et d'ailleurs, il va devenir un parti. Oui. Il est en passe de devenir un parti. Il est en passe de devenir effectivement un parti comme les autres. Ce qui est intéressant, c'est le profil de celui qui doit être en principe le président du parti, Benjamin Griveaux. Alors je parlais des jeunes collaborateurs ministériels pour lesquels En Marche était un accélérateur de carrière, mais En Marche peut être aussi une façon de rattraper le temps perdu. Et pour Benjamin Griveaux, c'est tout à fait le cas. Benjamin Griveaux, en 2012, n'a pas eu l'investiture du PS, il n'était pas député, c'était un simple vice-président du Conseil général de Saône-et-Loire. Et donc, il
il végétait un petit peu. Enfin, il y a 6 mois, personne ne connaissait Benjamin Griveaux. Aujourd'hui, il est en passe de devenir député de Paris. Il est le chef du mouvement En Marche à Paris. C'est un élément central de la mécanique Macron. Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Si demain il y avait une élection à la mairie de Paris, il serait élu dans le fauteuil d'Anne Hidalgo. C'est vrai que c'est la fidélité. D'ailleurs, comme Richard Ferrand, et là je ne parle pas du climat des affaires autour de lui, mais c'est normal en même temps qu'Emmanuel Macron récompense, entre guillemets, la fidélité de ces soutiens-là et qu'il monte rapidement dans ce mouvement. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à des profils qui ne sont pas spécialement originaux. Benjamin Griveaux était dans un cabinet ministériel de François Hollande. Il est chargé de la communication et des affaires institutionnelles du groupe Unibail. C'est un grand groupe privé. On voit énormément de politiques se raccrocher aux branches, pantoufler dans ce type d'entreprise. C'était d'ailleurs le cas du Premier ministre Édouard Philippe quand il était chez Areva. Quelle est la définition que vous donnez précisément d'un apparatchik ? Alors un apparatchik, il ne faut pas le prendre au sens premier du terme. Ce sont des personnages quand même beaucoup plus inoffensifs que les apparatchiks à la poigne de fer du régime soviétique. Une évidence, oui. Mais c'est bien de rappeler le contexte historique, l'origine du mot. Mais ce sont ce qu'on appelait il y a quelques décennies des politiciens professionnels, c'est-à-dire qui sont tombés dans la marmite tout petits, ils n'en sont jamais ressortis. Au Parti socialiste, c'est un phénomène assez répandu. Ils ont fait leur classe au MJS, que François Mitterrand appelait l'école du vice. Ils se sont rapidement mis dans le sillage d'un mentor, d'un parrain, dont ils sont devenus le petit poulain, le petit protégé. Et ils ont été assistants parlementaires, collaborateurs de cabinet. Ils ont suivi tout un cursus honorum jusqu'à devenir souvent députés en 2012. C'est précisément ce cursus honorum que voulait casser Emmanuel Macron. Il y est parvenu avec éclat. Et que les citoyens, en tous les cas ceux qui se sont déplacés aussi, ont voulu casser, ils ont voulu arrêter cette mécanique-là, puisqu'on voit tous les sortants qui sont, je reprends le terme avec vraiment des guillemets, dégagés avec violence. Je veux dire, le couperet est tombé de manière nette. Le couperet est extrêmement dur pour un certain nombre de députés qui ont bien fait leur travail. Les apparatchiks ou les professionnels de la politique, pour employer un terme plus neutre, ne sont pas forcément des mauvais politiques. Non, pas du tout. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre. Vous dites que ce sont aussi des gens sur le terrain, tout simplement, mais qui connaissent bien les jeux d'appareils, la tambouille politicienne. Totalement, et qui parfois ont des réflexes qui finissent par effrayer les électeurs. Enfin, je pense à quelqu'un comme Benoît Hamon. Benoît Hamon a mené une campagne extrêmement digne lors de la primaire socialiste, en avançant un certain nombre d'idées. On pensait que Benoît Hamon était transfiguré, et patatras, au lendemain de la primaire, il a retrouvé ses vieux réflexes, se lançant dans des négociations totalement aléatoires avec ce qui était devenu le micro-parti écolo. Quand Emmanuel Macron a été élu, la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est qu'il allait créer un mouvement de masse au lendemain des élections législatives. Il est toujours dans le coup d'après, et du coup, c'est un coup d'épée dans l'eau pour lui. Ce système, puisque le sous-titre de votre livre, c'est « Enquête sur les meilleurs agents du système », ce système, il n'épargne, j'allais dire, aucun parti. Il n'y a pas un parti qui est surreprésenté en apparatchik en France. Non, alors... Vous l'aurez compris, il touche quand même plus... il touchait, il faut parler à l'imparfait maintenant, le parti socialiste. Mais effectivement, tous les partis sont touchés parce qu'il y a eu un phénomène qui est apparu il y a une quarantaine d'années, qui est celui de la multiplication des postes de collaborateurs politiques. Ça a été autant de pépinières de futurs élus, c'est-à-dire que les députés ont eu d'abord un assistant parlementaire, puis 2, puis 3, puis 4. Ça a été la même chose pour les sénateurs, avec la décentralisation dans les années 80, un certain nombre de grands chefs d'exécutifs locaux se sont pris pour des ministres, donc ils ont voulu un directeur de cabinet, une attachée de presse, une brochette de chargé de mission. Et ces postes-là, au nombre de 12 000 au total, ont été de véritables gisements pour tous les partis. À droite, ça a été un petit peu moins fort qu'au PS parce qu'il n'y a pas le terreau si fertile du MJS ou de l'UNEF, le syndicat étudiant proche du PS. Pour vous, ce sont vraiment les deux bastions, le MJS et l'UNEF, qui favorisent ce que vous appelez la République des apparatchiks. Ah, totalement. Oui, c'est vraiment le cursus traditionnel. Je parlais de Benoît Hamon, Manuel Valls, ça a été la même chose, Jean-Christophe Cambadélis également, et à la jeune génération, enfin tous les jeunes députés qui ont pris la vague dans la figure dimanche dernier, souvent avaient ce pédigré-là. On avait les 2/3 des primo-députés en 2012 de moins de 50 ans qui étaient des purs professionnels de la politique. Et c'est un phénomène qui s'est répandu aussi à droite. On voit des gens, par exemple, comme Bruno Retailleau,
Bruno Retailleau est un pur professionnel de la politique, un bébé Villiers. Hein. On voit des gens comme Benoît Apparu, Gérald Darmanin aussi. Gérald Darmanin était assistant Est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie, Jean-Baptiste Faure? Quand je vous écoute, tout à l'heure, on avait ce débat et on s'est dit, il y a un argument là, mais c'est vrai qu'il ne porte pas dans cette campagne d'entre-deux-tours, qui dit, regardez, ce ne sont pas des professionnels de la politique, attention, vous allez avoir une assemblée de novices. Et en même temps, vous nous dites, il y avait toute une république des apparatchiks. Est-ce qu'on veut qu'il y ait une forme de professionnalisation de la politique, un petit peu quand même, ou est-ce qu'on n'en veut plus du tout, selon vous, en France? Je ne sais pas. Alors, j'ai interviewé, c'est pas forcément une référence politique, mais j'ai interviewé Jean-Marie Le Pen qui, sur ce plan-là, a une formule qui me paraît relativement adaptée. Il dit, les professionnels de la politique, c'est comme le poivre et le sel dans la soupe. Il en faut, mais quand il y en a trop, ça devient imbuvable. Je trouve ça relativement juste. C'est une question de cocktail. Il faut des professionnels de la politique, il faut des avocats, des médecins. À droite, on n'a plus de médecins parmi les maires. On a 1,8% de médecins parmi les maires de plus de 30 000 habitants. Le médecin, c'était quand même le bon docteur qui avait un lien extrêmement fort avec la population. À gauche, on n'a plus d'instit. Les instits avaient des liens avec les enfants, avec les parents, avec les associations. Ils avaient les deux pieds dans la société, ce qui n'est pas forcément le cas de mes apparatchiks. Est-ce que cette république des apparatchiks, dont on a compris quand même qu'elle a encore de vieux jours devant elle, hein, que ce n'est pas totalement fini, est-ce que c'est une spécificité française en ce moment? Parce qu'on voit beaucoup d'autres systèmes politiques qui évoluent en Europe, etc. Mais est-ce que chez nous, ça a été longtemps une spécificité? Non, ce n'est pas une spécificité française. Il y a un mouvement de professionnalisation qui est très très fort un peu partout. Ce qui peut faire la spécificité française, j'ai du mal avec ce mot, c'est sans doute la place des élites. C'est-à-dire qu'en France, les élites, jusqu'à une trentaine d'années, allaient en politique. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Alors je mets bien sûr Emmanuel Macron à part et Édouard Philippe qui sont vraiment les symboles des élites traditionnelles de la Ve République, vraiment les hauts fonctionnaires en majesté de la Ve République. Mais sinon, on a beaucoup moins d'énarques au gouvernement, y compris dans le gouvernement d'Édouard Philippe. On a que 13% d'énarques et on n'en a jamais eu aussi peu au gouvernement. Tout simplement, à mon sens, parce qu'au sein d'une même promotion de l'ENA, parmi les grands corps, un certain nombre de gens préfèrent gagner 10 fois plus dans les affaires qu'en politique. J'ai interviewé Gérard Languet qui me disait aujourd'hui, le rêve de l'énarque, c'est d'être minque. Hein, c'est-à-dire, c'est d'être le visiteur du soir, d'aller à l'Élysée, de prendre le whisky. Et de le dire à ses amis. Mais c'est pas des choses. Prenez le whisky aussi. Mais si beaucoup de responsables de premier plan, Jean-Baptiste Faure, ont été éliminés, on l'a dit, là je parle des socialistes, il y a, semble-t-il, vous allez me dire si vous êtes d'accord, une nouvelle génération de socialistes qui a été épargnée par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il est en train d'épargner quelques personne, assez jeune, parce qu'il fait aussi un calcul, hein, comme beaucoup d'autres avant lui. Jacques Chirac a fait ce calcul, François Mitterrand l'a fait. Qui peut être vraiment mon concurrent dans 5 ans? Donc laisser quand même la chance à une génération qui, peut-être d'ici 5 ans, ne sera pas prête. Est-ce qu'il fait ce calcul-là un peu froid, disons? Pas forcément. Pas forcément. Effectivement, comme je vous le disais il y a quelques minutes, il a recyclé un certain nombre... Ah, d'accord. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Il a recyclé un certain nombre de cadres socialistes, mais aussi écologistes. Je pense à quelqu'un de sa génération comme François de Rugy, qui est vraiment un pur professionnel de la politique, ancien collaborateur de groupe à l'Assemblée nationale. Mais il a quand même ciblé dans sa campagne particulièrement les grandes figures du Parti socialiste. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne les a pas loupées. C'était le cas à droite, c'est-à-dire qu'il a choisi le candidat qui allait bien contre Najat Vallaud-Belkacem de façon à l'éliminer. Ça a été la même chose pour Matthias Seckel. C'était aussi évidemment préparé, pensé. C'était un vrai plan en fait, une stratégie qui devait... C'était le cas aussi vis-à-vis à droite, vis-à-vis de Nathalie Kosciusko-Morizet. Il n'a rien négligé. C'est quelqu'un qui ne laisse pas de place au hasard. Emmanuel Macron, c'est-à-dire par exemple dans sa circonscription originelle d'Amiens, il savait qu'il y avait un excellent candidat qui a un bretteur fantastique sur les plateaux télé, François Ruffin.
et ben, il a mis en face quelqu'un d'extrêmement implanté, qui pour le coup est un pur professionnel de la politique. Mais qui pouvait contrer, dans ce cas-là, François Ruffin. Est-ce que vous pensez, là on va voir donc, ce qui va se passer au second tour dimanche, mais semble-t-il c'est vraiment une majorité écrasante. Qu'est-ce qui va se passer au Parti Socialiste? Je posais la question le lundi 19 juin, avec une telle génération qui est laminée, et quand ils voient justement ceux qui pouvaient être des apparatchiks, quand ils voient que c'est fini, ce passage-là, ce circuit, ce parcours... Comment ils vont faire pour accéder, pour revenir un petit peu sur le devant de la scène? Ça va être assez terrible. Ça va être assez terrible parce que l'une des définitions de l'apparatchik, c'est de dire que l'apparatchik, c'est celui qui ne sait rien faire d'autre. On pense à Louis de Funès, au personnage joué par Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, qui est en difficulté à un moment dans le film et qui dit mais je veux rester ministre, je sais faire que ça, j'ai pas d'avenir. Sinon, je pense qu'il y a un certain nombre de cadres du Parti Socialiste qui sont dans cet état d'esprit-là. Donc ça risque d'être assez violent pour eux. Et pour ces nouveaux députés qui vont faire leur entrée dans cette nouvelle Assemblée, etc., pour l'instant, ce ne sont pas des professionnels de la politique, pour beaucoup d'entre eux. Mais est-ce qu'ils peuvent le devenir? Parce que beaucoup nous disent, on va revenir Après, on va revenir à la vie qu'on avait, on va retrouver notre métier. Mais celui qui goûte peut aussi rester. On va voir ce que ça va être. Ça peut être bis repetita. Alors, l'un de vos précédents intervenants évoquait mai 1981. Oui. Et c'est une comparaison assez intéressante parce qu'effectivement, on a vu arriver toute une vague un peu moins massive, mais quand même très très forte, une grande vague grosse. C'était les fameux enseignants barbus de mai 1981. Mais eux étaient des vrais militants. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient grandi dans le parti d'Épinay, qui étaient des syndicalistes. Qui ont tracté, hein. Oui. Alors là, ils ont marché. Oui. Ah, c'était des vrais militants, c'était des purs. Je ne suis pas certain que du côté d'En Marche, on n'ait que des gens comme ça. Et il est possible, effectivement, qu'un certain nombre d'entre eux reviennent à leurs activités. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt sain. C'est plutôt sain. Dans ce cas-là, ce serait peut-être une république des apparatchiks qui, quand même, serait un petit peu, qui serait due en peau de chagrin, on va dire. Oui, on va peut-être passer de la République des apparatchiks à la faillite des apparatchiks. Ce serait peut-être le prochain livre. Ou la République des amateurs, qui peut être assez intéressante quand on voit certains candidats d'Emmanuel Macron. Sur l'épreuve des faits, merci en tous les cas, Jean-Baptiste Fauré. La République des apparatchiks, enquête sur les meilleurs agents du système, c'est chez Fayard. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude à suivre à présent, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. À combien estimez-vous le nombre possible de victoires dimanche? Je ne le sais pas, car je ne sais pas, de la même manière que nous avions mal estimé la démobilisation des gens au premier tour, je ne sais pas s'ils vont se mobiliser. Nous les appelons à le faire, car nous pouvons encore aujourd'hui, bien évidemment, constituer un groupe à l'Assemblée nationale autour de Marine Le Pen, qui sera notre chef politique, qui sera demain la leader à l'Assemblée nationale de l'opposition, car je le répète, il n'y aura pas d'autre opposition que le Front National. Même avec... Hallo, Herr Hartmann, guten Morgen, wie geht's? Gut, selber? Gut, sehr gut, danke schön. Pour porter l'acier en fusion, la température du four doit monter à 4000 degrés. Des conditions de travail pénibles, mais les salaires sont attractifs. À BSW, un ouvrier gagne en moyenne 3400 € net par mois. Pourtant, Michel Ami a bien du mal à recruter. Avec une natalité en baisse, l'Allemagne manque de main-d'œuvre. Et les candidats français ne se bousculent pas vraiment au portillon. 46 000 Alsaciens travaillent en Allemagne, c'est 20% de moins que dans les années 90. Les migrants, les exilés sont réveillés la nuit dans les sous-bois dans lesquels ils dorment, leurs couvertures, leurs vêtements sont gazés. L'organisation des secours est effectivement extrêmement limitée par des négociations âprement menées entre les organisations de secours et donc les autorités. Encadré, limité, on l'a vu, à une distribution de repas par jour entre 6h et 7h30. À 7h30, les CRS descendent de leur fourgon et finalement sonnent la fin de la récréation. À partir des années 1970, un nouveau danger s'invite sur les quais. Les produits chimiques. Parmi ces substances, l'amiante.
Au Havre, ce poison a décimé plus de 300 dockers. Sur l'ancienne place des Embauches, une stèle est érigée à la mémoire des victimes. Il faut qu'on comprenne que c'est un businessman. Ensuite, ce sera un autre débat de savoir s'il était successful ou pas. C'est pas le sujet. Ah ouais. Le sujet, c'est que sa culture, son monde, son cadre ambiant, c'est ça. C'est le business, c'est pas la diplomatie, quoi. Oui, donc il n'est pas en diplomatie, il est en négociation. Et il faut qu'il fasse un bras de fer et que quelqu'un cède de l'autre côté. À une balance du commerce qui est déficitaire, qui est déséquilibrée, ça lui parle, etc. Et donc son débat, si vous voulez, dans le business, vous n'êtes pas d'accord ou pas d'accord. Vous n'avez pas à discuter, c'est oui ou c'est non, et vous gagnez et vous l'emportez. Là, il est encore un peu vert de ce point de vue. Mais on est en mars, hein, oula. Oui. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'info. Je vous souhaite une belle fin de soirée.